Ok, bah écoute, ça me fait vraiment plaisir de te parler. Donc toi, tu es Victor, tu es un des responsables, vous êtes deux en tout, Festival 666. Il va y avoir une nouvelle édition qui va arriver là fin août, avec une très très belle affiche. Déjà, j'ai envie de te demander, l'année dernière, il n'y a pas eu vraiment d'édition, mais il y a quand même le Crossroad. Hein, c'était le 19 août. Il y avait quelques groupes comme Sick of It All, les Small Roots. Ça se passait à Angoulin, à la Rochelle Sud. Comment s'est passé je sais pas comment on peut appeler ça, ce mini-festival ou ce concert? Alors déjà, bonjour et merci de m'accorder cette interview. Euh, le contexte de 2022, c'est quoi? C'est en fait 2021 a eu effectivement un franc succès. C'était notre troisième édition à Cercoux, entièrement en open air. Elle aura eu un franc succès, mais elle a surtout eu raison de ma licence 1 de fac de droit. En fait, moi, je suis bénévole, tu vois, je suis encore jeune, j'ai 21 ans, et, euh, et je fais mes études supérieures. Mais la grosse organisation qui est le Festival 666 a eu raison de ma licence 1 de fac de droit. Donc, pour 2022, comme je redoublais ma licence 1, je me suis dit, il faut enfin que j'arrive à passer en licence 2. Donc, on va alléger le format 2022 euh, pour passer en licence 2. Ce fut le cas, donc tant mieux. C'est pour ça qu'on organise Ah, véritablement, félicitations alors. merci, qu'on organise véritablement notre quatrième édition cette année. Voilà. Et du coup, 2022, ce n'était qu'une soirée off. Si tu veux, c'était une soirée concert, quoi, un one-shot avec Sick of It All, Loot Blast, Mobutu. Et c'était une super soirée, tout le monde était content. Ça s'est passé, comme tu l'as très bien rappelé, dans la salle du Crossroad à La Rochelle. Et, euh, et les gens, le public a répondu présent, tout le monde était content, donc on a pu être motivé à préparer 2023. Ouais, j'imagine. Est-ce que c'est une expérience que tu renouvelleras, ça, un crossroad, je sais pas, peut-être en alternance avec le festival, quand tu auras beaucoup plus de temps, que tu seras plus libre? Parce que, Euh, comme tu le rappelais, tu es bénévole et les trois quarts, pratiquement tout le monde est bénévole dans le festival. ah bah, tout le monde est bénévole, on n'a pas de salariés hein, au festival. Donc c'est pour tout le monde, c'est un hobby, on s'en occupe quand on peut. Donc forcément, euh, par exemple l'idée que tu proposes, organiser des soirées à droite à gauche en attendant le festival. Pour être honnête, aujourd'hui, elle n'est pas vraiment envisageable, puisqu'il faut déjà qu'on arrive à pallier notre occupation à plein temps. Pour moi, c'est la fac de droit, pour certains, c'est, je ne sais pas, d'autres écoles, et le festival. Donc, tant qu'on n'arrive pas à faire plus, ce qui est déjà pas mal, tant qu'on n'arrive pas à faire plus, pour l'instant, ce n'est pas vraiment envisageable. Toutefois, on s'interroge à pourquoi pas faire un, un- comme un petit festival 666 Winter, tu vois, une édition hiver. Alors Mhm. effectivement, elle pourrait se faire au Crossroad ou qu'importe, parce qu'on est démarché un peu partout dans la région Nouvelle-Aquitaine pour organiser ce genre d'événement. Alors, justement, j'ai une question. On parlait de bénévolat. Et bon, ce qu'on remarque, ce que tout le monde sait un peu, hein, enfin, moi-même, c'est beaucoup, c'est que dans le métal, il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles, que ce soit les journalistes, que ce soit les groupes. Là, je vois l'affiche derrière toi, Smash It Combo, Betraying the Martyr. Il y a plein de groupes français, Sleeping On. Et tous ces groupes-là sont aussi bénévoles, entre guillemets, puisque ils ne vivent pas de la musique. Comment toi, justement, toi qui as 21 ans, est-ce que pour toi c'est une situation normale qui, d'ailleurs, ça perdure depuis des années et des années, hein, on peut le dire, et ça s'arrange pas avec bon, les dernières années, tout ce qui s'est passé sur le streaming. Comment toi, quelle est ta vision justement de tout ça? En fait, si j'ai bien compris, ta question, c'est comment je vois, moi, en tant qu'organisateur, la situation des intermittents du spectacle, finalement. Oui, Enfin, non. voilà, du bénévolat pratiquement. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont intermittents du spectacle, mais moi j'ai l'occasion par exemple d'interviewer beaucoup de groupes français. Bon, les trois quarts ont un travail à côté, comme on dit, entre Oui. guillemets.
Bien, écoute, je ne sais pas si, en fait, je n'ai que 4 ans d'expérience dans le milieu, donc je ne sais pas si mon avis compte réellement, mais ce que je constate, c'est que le groupe, quand il va voir de lui-même qu'il est assez gros, il va se professionnaliser, il va abandonner son travail qu'il avait à côté, quoi. Donc, je sais pas trop comment répondre à ta question, à vrai dire, mais les bénévoles, c'est vrai qu'ils sont très présents dans le milieu du métal, Ouais. euh, dans les festivals, dans les soirées que tout le monde organise. Le métalleux en lui-même, c'est quelqu'un qui est désireux d'aider sa scène locale, qui est désireux d'aider les organisateurs locaux, parce qu'on se soutient entre nous, tu vois. On a beaucoup de bénévoles chez nous qui, naturellement, sont. Il y a des bénévoles chez nous qui sont d'anciens festivaliers du Festival 666. Alors, on pourrait se dire que c'est dommage, on perd un billet vendable, mais tout aide est bon à prendre. Euh, les organisateurs sont bien au courant que les bénévoles, ça vaut de l'or. Faut bien les traiter. Donc, on ne va jamais refuser un peu d'aide. Alors, on parlait de donc l'édition l'année dernière qui n'était pas un festival. Donc là, en 2021, donc c'était la troisième édition. Là, tu me disais ça a été un franc succès. Comment tu as vécu ça? Tu as vraiment été très satisfait du retour de tout ce qui s'est passé? J'étais hyper satisfait. En fait, 2021, on était l'un des rares festivals à s'être maintenu en France. Encore plus dans le genre rock metal. Donc, il y avait beaucoup d'attentes autour du festival. Pour te donner un exemple, la préfecture de la Charente-Maritime nous avait qualifié de festival pilote en Charente-Maritime par rapport au Covid-19. L'enjeu était le suivant. Si le festival 666 se passe bien dans la condition sanitaire mise en place par lui-même pour l'événement, alors d'autres événements pourront avoir lieu sous la même forme. C'est ça être pilote en période de Covid. On avait ce statut et c'est sans doute pour ça que la préfecture nous a aidés à nous maintenir, hein, finalement. C'est-à-dire que on a eu la chance on a réussi à se maintenir puisque on travaillait beaucoup avec la mairie qui nous tenait au courant de toutes les normes sanitaires qui évoluaient très souvent. Donc voilà, ça c'était le premier enjeu. Et en fait, ça s'est merveilleusement bien passé, puisque en 2021, la plupart des artistes n'étaient pas montés sur scène depuis 2 ans. Les festivaliers, de leur côté, n'avaient pas été à un concert depuis 2 ans, encore une fois. Donc tout le monde était très ému de se retrouver. C'était vraiment, honnêtement, c'était une belle communion. Tout le monde était content d'être là. En plus, il a fait très beau pendant tout le week-end. Donc c'était vraiment une belle fête. Les gens étaient tous super contents et voilà, c'est pour ça, c'est en ce sens que ça a été un franc succès. Je pense que si on n'avait pas été l'un des seuls festivals rock metal à s'être maintenu, on n'aurait pas la même notoriété aujourd'hui. Alors vous avez là il y a le prochain, la quatrième édition, donc qui aura lieu, qui se déroulera du vendredi 11 au dimanche 13 à Cersou en Charente-Maritime dans le 17. Et là, bon, il y a une très très belle affiche et j'ai vu qu'il y avait aussi une volonté d'attirer plus de groupes internationaux. Avant, vous étiez vraiment spécialisé dans le groupe français. Là, on voit, il y a Allerstorm qui est tête d'affiche derrière, et il y en a d'autres, hein. Je ne vais pas tous les citer. Mais ça, c'était une vraie envie justement de s'ouvrir un peu aux groupes internationaux, en fait. Exactement, bah, tu l'as très bien résumé. Nous, notre volonté au départ, c'est de promouvoir la scène métal française, puisque je suis persuadé que elle est très qualitative et on a une scène française qui est très belle. Donc notre enjeu à la base, c'est de toujours promouvoir davantage la scène française. Toutefois, on a aussi l'objectif de grossir. On a un petit peu d'ambition, on veut grandir d'année en année, s'améliorer, progresser, etc. Donc pour cela, inévitablement, il faut commencer en fait à accueillir des groupes internationaux. Euh, c'est pour cela que l'édition 2023, qui est derrière moi et celle dont on parle aujourd'hui, plus de loin, euh,
l'affiche la plus difficile à mettre en œuvre en termes de programmation. Parce que moi, je suis habitué à promouvoir la scène française, c'est notre conviction, les agents le savent très bien. Et d'un coup, je me mettais à vouloir accueillir des groupes internationaux pour mon affiche 2023. Donc, tout de suite, c'était plus compliqué de convaincre l'agent international d'envoyer son groupe chez moi, parce que si tu veux, il fallait être compétitif envers les autres festivals européens. Par exemple, plusieurs festivals voulaient le même groupe. Moi aussi, j'étais sur le dossier. Bon, bah, alors il fallait réussir à se vendre, si tu veux, à lui montrer qu'il peut nous faire confiance pour envoyer son groupe chez nous, sachant que nous n'avions pas l'habitude de faire des groupes internationaux, si ce n'est Coffee Talk qu'on a fait en 2022 ou Phil Campbell en 2021. Donc voilà, c'était vraiment une édition compliquée à mettre en œuvre. Je suis très content, très très fier d'avoir Alé Storm à l'affiche, Lionheart, Stick to Your Guns, Get the Shot, Dog Eat Dog, tout ça, ce sont des groupes internationaux. Je suis très fier qu'ils soient à l'affiche, surtout pour une 4e édition. Tous les rassembler au même endroit, on est content de réussir à le faire. Et j'espère que cela va nous ouvrir à de nouvelles portes pour les années futures. Justement, comment on détermine une affiche? Je suppose qu'on réfléchit beaucoup, qu'il y a évidemment des contraintes et puis des opportunités en fonction des albums qui sortent, etc. Mais est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça prend, je suppose que ça prend beaucoup de temps aussi. Comment vous travaillez justement à l'organisation pour trouver cette affiche et la mettre en œuvre? Alors, si tu veux, moi, je mets 5 mois à peu près à monter mon affiche. Et je commence toujours la programmation d'une édition au mois de juillet, un an avant. Ce que je veux te dire par là, c'est que j'ai déjà commencé à programmer mon édition 2024 dans un an. D'accord. En fait, j'ai déjà envoyé quelques offres à mes têtes d'affiche. Ça va me donner, si tu veux, une ligne artistique, une direction à suivre en fonction des genres musicaux que j'ai réussi à voir, encore une fois, basés sur la tête d'affiche. Et avec cela, tu crées une cohérence, tu vois, tu crées une cohérence, tu essayes d'avoir le même univers musical sur ton affiche, tout en essayant de garder un certain éclectisme. Le but du jeu, c'est de ne pas être trop spécialisé, sinon tu vises un public qui est trop, encore une fois, spécialisé, et qui est souvent, mais n'est pas assez nombreux. Donc il faut viser un public large, mais que ce soit cohérent. C'est pas toujours très simple. Ce qui veut dire que, en fait, quand tu me parlais de la concurrence entre les différents festivals, ce qui est normal, le choix des groupes en fonction des festivals, tout est, le choix se détermine essentiellement par l'affluence. Exactement. Il y a certains groupes, même si ils te demandent certaines conditions, tac, 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 même si toi, tu es en mesure de les mettre en œuvre, tant que tu n'as pas une jauge suffisante, le groupe ne viendra pas. Voilà, donc c'est l'une des difficultés à laquelle on a dû faire face aussi cette année, puisque nous, notre jauge allait de 2000 festivaliers par jour. Il faut reconnaître que ce n'est pas très attractif aux yeux du groupe international. Est-ce que tu trouves que justement il y a beaucoup de festivals en France? Est-ce qu'il y a une forme de solidarité entre les festivals ou est-ce que plutôt c'est la concurrence et bon, vous finissez en août donc il y en a moins, hein, mais est-ce qu'il y a une forme de concurrence? Est-ce qu'il y a ou une aide? Je ne sais pas. Comment ça se Non, passe? la tendance est plutôt à l'entraide. Par exemple, j'étais encore une fois au téléphone la semaine dernière avec l'organisateur du motoculteur, tu vois. Ouais. Donc, en fait, on se tient en courant entre nous, on s'appelle, on prend des nouvelles. C'est une relation qui est saine, j'ai l'impression, du moins en tout cas pour moi. Peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde. J'ai l'impression que les festivals français entretiennent une relation plutôt saine, une relation d'entraide. Évidemment, le but du jeu est d'avoir une meilleure affiche que l'autre à la fin de l'année, mais Normal. si tu veux, voilà, il faut que ce soit bon enfant, quoi. Donc, je trouve qu'il n'y a pas vraiment tu vois, de guerre où on se tape dessus. Non, on est capable tous de s'entendre. Par exemple, ce fut le cas pour cette année, l'agencement du calendrier des festivals
2023, on s'est accordé un petit rendez-vous avec le Plein Air Fest, le Motocultor. J'avais également appelé au téléphone le SILAC, voilà, pour être sûr que on se marche pas dessus au niveau des dates. Tu vois, pour être sûr que le Festival 666 n'est pas sur le week-end, je sais pas moi, du SILAC ou du Motocultor, etc. Donc tout le monde s'arrange, on se tient au courant et je pense que c'est très bien ainsi. Alors, qu'est-ce que, justement, pour ce nouveau festival, ce quatrième festival, je suppose qu'il y a des améliorations. Vous proposez quoi de différent par rapport à 2021? Alors, 2021, les festivaliers, le site était entièrement en open air et les festivaliers ont adoré le site. Ils l'ont trouvé très chaleureux, que l'ambiance y était conviviale. Ils s'y retrouvaient. C'était ce qu'ils cherchaient. Donc, logiquement, nous n'avons pas été désireux de changer le site. Toutefois, les scènes étaient auparavant face à face. Cette fois-ci, on a décidé de les mettre côte à côte. Cela aide en fait à gagner du terrain pour accueillir plus de personnes. En 2021, là où nous étions sold out, nous faisions 1500 personnes par jour. Aujourd'hui, on va viser, notre capacité maximale est à 2000 par jour. Voilà, ça c'était la première modification qui n'est pas majeure pour l'expérience du festivalier. Ce qui change un petit peu plus, c'est que c'était d'ailleurs le seul défaut qui nous a été rapporté pour notre édition 2021, c'était que notre offre de bière était trop peu conséquente. Ah, ça, c'est dommage. Surtout pour le métal, la bière. Voilà. Donc le festivalier étant particulièrement friand d'une offre de bière variée, diversifiée, c'était un enjeu pour nous de montrer aussi qu'on est à l'écoute du festivalier. Donc on voulait vraiment s'améliorer dessus. Qu'est-ce qu'on a décidé de mettre en œuvre? En fait, on a commencé par proposer 3 styles de bières différentes, dont une qui est artisanale et locale, qui vient de la brasserie qui est à 15 minutes de Sercou. Et en fait, cette bière, elle est vraiment excellente. Même moi, je l'adore. Et du coup, je suis très content de pouvoir la proposer aux festivaliers. Est-ce que, alors comment ça se passe? Je suppose qu'il y a un accueil camping aussi sur le site. Comment ça se passe? Ça aussi, c'est important pour vous que les gens se sentent bien, hein, ceux qui restent deux nuits sur le site, c'est quand même important, je suppose. Est-ce que là, vous avez aussi développé ça ou quelle est l'idée en tout cas pour ce festival-là? Alors, effectivement, le but du jeu, c'est que pendant le festivalier qui s'apprête à passer 3 jours chez nous, voire 4 nuits, s'il arrive dès le jeudi soir, le but, c'est qu'il s'y sente bien. Et pour ce faire, il faut des commodités sanitaires, il faut que tout soit dans les règles de l'art pour accueillir une personne 4 jours. Donc, on propose bien évidemment un parking et une aire de repos avec voilà, les commodités sanitaires. Tout ce petit site est à moins de 300 mètres du festival. Donc, ça lui permet d'accéder facilement à l'enceinte de l'espace concert. Voilà. Ensuite, pendant 3 jours, il fera ce qu'il veut. Hein. Tant qu'il y a le matin, quand les portes ne sont pas ouvertes, il pourra aller à la supérette du coin, à la boulangerie du coin, chercher, manger un croissant, boire un café à l'hôtel-restaurant du coin. Et puis, voilà. Voilà, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est dans un petit village, en fait. C'est une petite ville. Oui. Donc, est-ce que les habitants, ils sont justement, enfin, les commerçants, je suppose que ces 3 jours-là, ils sont contents, quoi. Ils sont très heureux. Ils sont très contents. Ils sont très contents. Si tu veux, en fait, Sercou, pendant l'espace d'un week-end, sa population va doubler, voire tripler. Ouais. Voilà, en fait, il y a à peu près 1000 habitants à Sercou. Nous, on va en ramener peut-être 2000, vu qu'on est déjà à 65% de billets vendus. On va peut-être ramener aussi 2000 personnes par jour. Donc, la population va largement doubler. Donc, le temps d'un week-end, les commerces, ils ne ferment pas le dimanche. Hein, ils ne font pas cette erreur. Ils marchent comme jamais, j'ai envie de dire.
Tout marche super bien. Et les commerçants donc, naturellement ils sont ravis d'accueillir le festival à Sercou. Pour ce qui est du riverain, encore une fois, il, il- 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 il est content aussi, puisque en amont, nous travaillons sur la prévention. On va voir les riverains, on leur explique qu'il va y avoir du bruit le temps d'un week-end, on s'excuse pour la gêne occasionnée, mais de toute façon, les riverains, ils ont l'habitude d'accueillir des métalleux le temps d'un week-end à Sercou. Ils ont l'habitude, puisque c'est le cas depuis 2018. Donc maintenant, ils sont habitués et puis ils prennent la nouvelle avec grand plaisir. Alors justement, oui, ça a commencé en 2017-2018. Je crois que la première édition, c'était 2018. Comment est née cette idée de créer ce festival 666 et d'un moment, se dire, allez, on y va, on fait vraiment. On sait que c'est un travail titanesque, hein. Même d'organiser un concert avec 3 groupes, c'est déjà compliqué. Mais là, avec l'affiche qu'on voit, au départ, qu'est-ce qui a été le déclic finalement? Alors, après plusieurs Hellfest, notamment celui du Hellfest 2017, euh, je me suis demandé, j'avais 15 ans à l'époque, je me suis demandé comment faisaient les organisateurs pour créer une telle manifestation à Clisson. Et j'ai regardé ce que cela donnerait à Sercou, à moindre échelle bien entendu. Euh, je suis allé toquer à la porte de Madame la maire pour lui proposer mon idée et elle a tout de suite elle a tout de suite adhéré au projet. Et aujourd'hui, elle adore le festival. Euh, donc voilà, donc j'ai pu sur cette base créer mon festival quand j'avais 15 ans en 2018. C'était ma première édition. On a accueilli Tagada Jones, Ed Charger, Laura Cox, etc. Il y avait 8 groupes à l'affiche. Et comme celui-ci a bien marché, on a pu continuer jusqu'à aujourd'hui où nous préparons notre 4e édition. Avec 15 ans, donc c'était vraiment une belle expérience pour quelqu'un d'aussi jeune. Qu'est-ce que, justement, à force qu'est-ce que tu as appris au fil des années sur l'organisation? Qu'est-ce qui est fondamental sur un festival? En tout cas, les erreurs à ne pas commettre. C'est une bonne question. Euh, Qu'est-ce qu'on a appris? Déjà, la gestion du bénévole. Euh, le bénévole, il faut qu'il sente je vais être un peu vulgaire, mais qu'on ne se fout pas de sa gueule, quoi. Il faut qu'il sente que l'organisation est consciente de l'aide qu'il apporte. Donc le bénévole, d'une première part, il faut le chérir. Ça, c'est la règle. Ensuite, une chose dont on s'est rendu compte dès le début et on a voulu le faire dès notre première édition, l'accueil de l'artiste n'est jamais à négliger. C'est l'artiste, s'il sent qu'il est bien accueilli, il va en parler autour de lui, il va dire tu peux aller à Sercou, tu seras bien accueilli, franchement tu vas passer un bon moment. Ouais. Résultat, résultat, on a pu accueillir dès notre 2e édition, par exemple, Dagoba, Black Bomba, Les Salles Majestés, Chargot, le batteur d'ACDC. Voilà. Donc, l'accueil d'artistes n'est pas à négliger, l'accueil des bénévoles non plus. En fait, il faut que tout le monde soit bien accueilli. Je pense que c'est la règle principale pour que ça marche. Tu parlais du batteur d'ACDC, lequel Phil Rudd ou Slade. comment? Chris Slade. Ah, Chris Slade. Ouais. Juste, alors, quand on accueille quelqu'un comme ça, qui a une envergure internationale, tout le monde le connaît, Chris Slade. Euh, Comment ça se passe? Il y a une forme de stress. Tu me disais, on fait attention de bien l'accueillir. Il y a de la pression. Je suppose qu'il y a de la pression sur tout le festival, d'ailleurs, pendant les 3 jours. Oui, mais si tu veux, c'est un bon stress. C'est un stress qui est motivant, Ouais. qui galvanise les troupes. En fait, c'est une volonté de toujours faire mieux, de toujours être prêt. Donc, ce n'est pas un stress où, oh là là, tu vas vomir ou je sais pas quoi. Ouais. Euh, voilà, c'est vraiment, si tu veux, c'est une motivation qui est une petite bout de stress, certes, et elle est saine, en fait, elle est logique et elle te motive à faire toujours mieux. Euh, En l'occurrence, pour Chris Slade, on était conscient qu'effectivement, on n'accueillait pas n'importe qui. On était très honoré pour une 2e édition de l'avoir sur l'affiche. Donc, euh, on l'a accueilli comme il se doit. On lui a offert plein de belles choses, des huîtres, du cognac,
je sais pas quoi, plein de choses pour qu'ils se sentent bien. Et, et ça s'est très bien passé. Il était très content d'être chez nous. Et l'année suivante, on a carrément, c'est Phil Campbell, le, le guitariste de Motorhead, qui m'a demandé sur Instagram de venir jouer. Donc c'est aussi une bonne reconnaissance. C'est gratifiant. Oui. Alors, oui, on parlait de la naissance du festival, donc tu avais 15 ans. Quel est l'esprit du festival que tu veux justement développer au fil des années? Et quand tu as commencé, est-ce que tu avais envie d'être différent? Qu'est-ce que tu avais envie de... Chaque festival a un peu son esprit, hein, le LPS on le connaît maintenant, mais il y en a plein d'autres. Tu parlais du Motocultor. Toi, qu'est-ce que tu avais envie de développer en fait? Alors, moi, j'ai toujours été conscient que notre jeune âge, à moi et mes copains qui m'aident à organiser le festival, notre jeune âge n'est pas, euh, comment dirais-je, un défaut, mais une qualité. Donc, il faut en jouer de ça. Il faut montrer que malgré notre jeune âge, on sait prendre les choses en main, on sait organiser un événement, on sait être sérieux, quoi. Donc, ça, c'était la première chose, et je le rappelle souvent aux festivaliers que venir au Festival 666, c'est venir à un festival qui est organisé par des jeunes, puisque plus de 50% de nos festivaliers ont moins de 25 ans. Ouais, Donc voilà, ce n'est pas tous les jours que l'on va dans un festival organisé par des jeunes, et je trouve que c'est bien de soutenir des porteurs de projets qui sont jeunes. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose sur laquelle on travaille tous les ans, depuis toujours finalement, c'est la proximité que l'on propose entre les artistes et les festivaliers. Si tu veux, l'idée, c'est que l'affiche, le but, c'est qu'on ait une affiche plus ambitieuse chaque année par rapport à la précédente, mais de garder une certaine proximité pour que le festivalier il ait l'impression d'être privilégié, que le festivalier il se dise ah là là, j'étais dans un festival, seulement 2000 personnes, alors que peut-être que l'affiche en vaut plus. Donc, et le festivalier, de la sorte, il pourra discuter avec l'artiste à la fin du concert au merchandising. Il pourra le croiser, dans la fosse quand il se balade entre deux concerts. Voilà, c'est quelque chose qui nous a toujours été rapporté par les festivaliers eux-mêmes d'ailleurs. Ils nous ont toujours dit que il y avait une proximité avec les artistes qui est rare au 666. Donc on continue de la mettre en valeur. Oui, un côté donc très convivial entre le public et les artistes et entre les festivaliers aussi. Donc finalement, sur cette belle affiche là qui a été que vous allez proposer à partir du vendredi 11 août, est-ce que toi, il y a des groupes vraiment qui te tiennent à cœur, pour lesquels tu t'es battu, que tu avais vraiment envie d'avoir sur ton affiche? Tu me parlais tout à l'heure d'autres groupes de Phil Campbell qui t'a contacté, etc. Mais là, toi, est-ce qu'il y avait des groupes qui vraiment te tenaient à cœur? Oui, par exemple, il y a Alestorm, notre tête d'affiche du week-end. J'avais vraiment pour volonté d'accueillir le groupe, et ce n'était pas simple, ce n'était pas gagné du tout, puisque comme j'essayais de l'expliquer tout à l'heure, il fallait réussir à se mettre en avant devant le groupe pour qu'ils choisissent, de venir chez nous plutôt qu'ailleurs. C'est quelque chose que je n'étais pas habitué à faire auparavant, puisqu'on est crédible aux yeux des groupes français. Ils acceptent gaiement de venir chez nous, mais je n'avais pas besoin de autant me battre, si tu veux, pour accueillir des groupes. Donc les groupes internationaux, j'ai trouvé que c'était un très bel exercice, et c'est pour ça que je suis très fier d'avoir Alestorm sur l'affiche. Sinon, il y a Dog Eat Dog, un groupe new-yorkais de punk, un peu street punk, tu vois. C'est très festif sur scène, c'est un super show. Les mecs sont hyper souriants tout le temps, donc ça fait plaisir à voir. Et je voulais vraiment les accueillir, d'autant plus que j'adore leur musique. Donc j'étais très content quand j'ai pu avoir l'opportunité de les faire cette année. Est-ce qu'il y a des groupes qui sont très exigeants? Tu ne parles pas forcément en termes de cachet, mais tu me parlais d'accueil, en termes de riders, je crois qu'on dit.
s'il y en a qui sont très très exigeants, je pense à Avant Haleine qui demandait des Smarties de toutes les d'une certaine couleur. Est-ce que tu as eu des choses comme ça un peu délirantes? On a eu des demandes qui nous semblaient hyper farfelues par rapport à certaines autres, tu vois. Euh, mais je crois que ça a toujours été dans la limite du raisonnable à ce jour. Alors, effectivement, on reçoit des demandes de certains groupes qu'on sait très bien, jamais de la vie on va accepter, tout simplement parce que ce n'est pas possible pour nous. Mais les groupes ne semblent pas, en tout cas, ce que l'on a à faire aujourd'hui et depuis les premières éditions, tant exigeants dans la mesure où ils savent qu'un festival a ses limites, il ne peut pas tout avoir. Alors nous, on essaye aussi de leur montrer que on ne se fout pas d'eux, qu'on prend leurs conditions très au sérieux, mais il y a certaines demandes, il y a tout simplement certaines choses qui ne sont pas trouvables en France. Donc il faut l'expliquer au groupe et tant qu'il est prévenu à l'avance, c'est la seule chose à faire, tant qu'il est prévenu à l'avance, tout se passera très bien. Est-ce que finalement, c'est pas un avantage d'être bénévole parce que finalement, tu dépends de personne. D'ailleurs, voilà, tu crées ton festival. Évidemment, il faut qu'il y ait un minimum de rentrée pour faire vivre le festival. Mais je veux dire, est-ce que c'est un avantage selon toi? Alors, ça peut être un avantage dans le sens où, comme tu l'as dit, on est autonome, on dépend de personne, on n'est pas salarié par la collectivité, donc on ne dépend pas de- je ne sais pas, de quelconque obligation publique. On est parfaitement autonome. On est un festival autonome et effectivement, c'est un grand, un bel atout. Encore. Mais le principal inconvénient à qu'on soit tous bénévoles, c'est avant tout que on ne fasse pas cela à temps plein. Donc, parfois, il y a des choses où on va prendre inévitablement du retard sur certaines tâches à appliquer, tout simplement parce que moi, par exemple, je dois réviser pour mes examens de fin d'année à la fac de droit. Certains d'autres, ils doivent faire autre chose pour leur vie professionnelle plutôt que d'accomplir la tâche du festival, ce qui est largement compréhensible. Mais voilà, donc, voilà, je dirais que c'est un entre-deux. L'essentiel est d'arriver à pallier les deux vies. Sur toutes ces éditions, donc il y a eu 3 éditions plus le Crossroad, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des moments que tu as vécu qui t'ont vraiment marqué, que tu n'oublieras jamais? Ah oui, par exemple, en 2021, je suis monté sur scène juste avant le concert de notre tête d'affiche Massisteria pour remercier en fait les festivaliers d'être venus si nombreux euh, à Cercou, alors que ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de concert. Euh, Si tu veux, ce n'était pas un pari qui était gagné d'avance. Mhm. Pour prendre la machine, peut-être que les gens n'avaient plus envie d'aller en concert, quoi. Donc peut-être qu'ils allaient rester euh, dans chez eux tranquillement. Donc voilà, je suis monté sur scène pour les remercier et, euh, et j'avais peur parce que moi je ne suis pas habitué à la scène. Donc j'avais le cœur qui battait très fort, j'étais stressé à l'idée de prendre la parole, mais je sentais que c'était important de le faire. Et voilà, et les festivaliers ont tous très bien réagi. Et à la fin, je crois que j'ai terminé par dire que j'allais les rejoindre dans les pogos pour Massisteria, ce que j'ai bien entendu fait, puisque moi, ma place habituellement, c'est dans les pogos. Donc, D'accord. Donc là, tu peux faire les deux. voilà. Donc là j'ai pogoté avec tous les festivaliers pendant le concert de Massisteria et c'est un super souvenir. De quoi tu es le plus fier finalement sur toute cette aventure qui va continuer évidemment? Tu es très jeune, tu as 21 ans. Quand on voit ce que sont devenus certains festivals au fil des années, de quoi tu es le plus fier pour l'instant? C'est une bonne question. Je crois que honnêtement, je ne me l'étais jamais posée. Euh, Ce dont je suis fier, c'est avoir une affiche par rapport au nombre d'éditions organisées. On a une affiche qui est conséquente pour une quatrième édition. Voilà, je suis fier d'avoir autant de beaux groupes sur la même affiche pour une quatrième édition.
Et puis, d'une manière plus générale, je trouve que c'est cool d'organiser un festival. Donc, c'est une tâche, je suis toujours très, très content de le faire, ça me rend très heureux. Donc, tant que j'aime faire ce festival, il perdurera. Est-ce que toi qui es étudiant, tu fais des études de droit? Moi, j'ai fait ça aussi, donc je connais un petit peu, mais bon, ça c'est juste une aparté. Est-ce que quand tu auras fini tes études, tu vas te poser la question, est-ce que je deviens professionnel de la musique ou est-ce que, je ne sais pas, ce que tu veux faire, avocat, enfin, il y a plein de possibilités avec le droit dans la justice, hein, les concours, etc. Est-ce que justement tu commences à te poser cette question? Je commence à me poser cette question et je vais devoir me la poser sérieusement à la fin de ma licence 3 de la fac de droit, parce que après la licence 3, je vais devoir intégrer un master et je ne sais pas si je vais aller en master de droit ou en master d'événementiel ou un autre sujet qui me passionne, c'est l'hôtellerie. Voilà, donc trois choses qui n'ont rien à voir. Moi, en tout cas, je sais que j'ai envie de me professionnaliser dans l'événementiel, dans le rock metal en France. Euh, mais je suis conscient que ce n'est pas un milieu très facile, donc je me crée un parcours juridique à côté. Est-ce que tu as envie de développer encore plus le festival? Je pense à plein de festivals qui ont commencé comme ça, avec une petite affluence. Soit la tienne, elle est déjà importante, hein, 2000 par jour. Mais ce que je veux dire, c'est que de développer ça pour que ça devienne de plus en plus gros, est-ce que ça, finalement, c'est pas un objectif aussi? Si, si, si. Alors, comme je te disais, euh, nous, on veut grossir tous les ans, donc avoir toujours tous les ans une affiche plus conséquente par rapport à la précédente. Mais l'enjeu est d'avoir cette proximité entre les artistes et les festivaliers. Donc, il faut trouver le juste milieu. Parce que plus tu accueilles des gros groupes, plus il faut une grosse jauge pour l'attirer d'une part, mais aussi pour rentabiliser, parce que sinon le coût du billet augmente trop. Donc il faut trouver le juste milieu entre notre objectif à nous, qui est de garder une vraie proximité entre les artistes et les festivaliers, et accueillir des plus gros groupes chaque année. Nous, le format 2, 3, 4 000 personnes, il nous plaît bien à ce jour. D'accord. Alors, juste pour terminer, j'ai envie de te demander, bon, tu es branché métal forcément. Qu'est-ce tu me parlais, tu as commencé à 15 ans pour le festival. Quel a été le déclic? Quels ont été les groupes qui t'ont mis une claque à un moment donné, enfin, qui t'ont mis dans le bain, hein, qui t'ont donné le virus, comme on dit? Et celui-là, le bon. Euh, je suppose que, comme tout le monde, tu as eu au départ un groupe, pof, voilà, on est dedans après. Ouais, alors l'univers rock, je l'ai eu avec Queen. Je suis un taré de Queen depuis que j'ai 3 ans. Euh, Sinon, c'est mon père qui m'a fait découvrir la musique hard rock et metal quand j'avais 11 12 ans. En fait, il m'a d'abord fait découvrir AC/DC et Nirvana naturellement. C'est plus soft déjà que le metal. Puis, il m'a fait découvrir Iron Maiden à l'année où ils allaient passer au Hellfest en 2014. Donc, il m'a fait découvrir ce groupe. Et d'ailleurs, le Festival 666, c'est une référence au Number of the Beast de 1981 de Iron Maiden. Ouais, belle référence. Voilà. Bah, pour terminer, bah déjà, je voulais te dire bravo, hein, pour le festival, parce que ça fait vraiment plaisir qu'il y ait des bénévoles comme ça qui montrent quelque chose qui fonctionne, et il y a de plus en plus de groupes. Donc, en tant que bénévole aussi, quelque part, on est tous bénévoles en France, donc ça fait vraiment plaisir de voir des gens comme ça qui lancent une belle affiche qui se développe d'année en année. Pour conclure, est-ce que tu as quelque chose d'important à rajouter, qui te paraît, dont on n'a pas parlé et que tu as vraiment envie d'exprimer? Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on est une jeune équipe, hein, puisque, oui, voilà, je l'ai dit, plus de la moitié de nos bénévoles ont moins de 25 ans. Euh, à Cercou, il y a une règle, c'est qu'il fait toujours beau en été. Donc, il fera beau et il fera chaud pendant le festival. Ça va être hyper festif. On se démène à fond pour organiser la plus belle fête qu'il soit.
le 11, 12, 13 août prochain. En plus, on a la chance d'avoir le mardi 15 août qui est férié. Donc, ce n'est pas négligeable, après un festival de 3 jours, de pouvoir faire une pause de 2 jours en faisant le pont. Donc, ça, c'est déjà super. Et en plus, Cercoux, on est à 20 minutes de Saint-Émilion. Donc, on pourra tous aller faire les vignes et déguster des vins après le festival. Et il y aura de la bonne bière aussi. Et il y aura de la bonne bière, en plus. Bah, en tout cas, merci à toi, Victor, c'était vraiment sympa. Et je te dis le mot de Cambronne pour la fin août, pour le festival. Mais je suis persuadé que ça va très très bien se passer. En tout cas, je te remercie vraiment pour l'interview et c'était sympa de discuter avec toi. Bah, c'était très sympa pour moi aussi, j'ai apprécié le moment, donc merci beaucoup. Merci et à bientôt. Ciao, À ciao. bientôt.